Voilà. Bon, on va reprendre pour éviter d'être trop en retard. Voilà, donc juste un petit mot pour remercier Alessandro Massé et Alessandro Aprato de Turin qui vont maintenant nous présenter leur expérience italienne. Et donc on est ravis de les avoir aussi et on les remercie de faire un effort de présenter en français en ce qui concerne Alessandro Aprato. C'est sympa. Voilà. Thank you. Thank you. I should have the microphone. So, dear friend, my deepest thanks for inviting us. It's really a great honor for us to be here. So thanks, Jerome, and thanks to all the organizer. We will split our presentation in two parts. So first I will speak about our experience, our Italian experience in conservative hip surgery. As Reinhold Ganz, you all know who is Reinhold Ganz, spent several time in Italy, probably because he loves Italian food and wine. So what I'm going to tell you is basically a story of a friendship between a mentor that was the CEO of Sulzer, Giorgio Corradini, and his long-lasting friend Reinhold Ganz. You know who is. When Reinhold was going to retire, he was worried about the possibility that once retired, all what he was there was thinking get lost, and then ask Giorgio to collect a number of surgeons interested in conservative hip surgery to share experience and to teach what he was developing. And this was the Italian club, such as the Club de Bassène. It was the Italian group of conservative hip surgery with a limited number of surgeons that had some experience, some background on the treatment of acetabular and pelvic lesions. And this group started in 2005, so long time ago. And if we look at the timetable of the main activity of Reinhold Ganz, we see that in 1988 he published the PAO, in 2000 the role of the medial circumflex artery for the blood supply of the femoral head, in 2001 the safe dislocation, 2003 the biomechanical concept of femoral acetabular impingement, in 2009 the first result with the modified Dan technique, and in 2011 the relative neck lengthening and the head osteotomy. So you see how lucky we were, because the JICA group came exactly when Reinhold was going to retire, but was still very, very active in inventing new procedure for conservative treatment. So the first surgery was done in Portogruaro. This is my good friend Luigino Turchetto, who with me was probably the most active fellow of Reinhold, Italian fellow of Reinhold, and ended the activity of the JICA group in 2015. This was the last program of the 2014. You see several times we used to meet, and the activity of the group was basically live surgery and discussion of the cases. So every participant brought a lot of cases that were discussed all together. So it was a very great experience. And the focus of the JICA group was everything about conservative hip surgery and the involvement of the anatomy in the surgical technique. So in the latest years, most of the activity of Reinhold was, and is still, related to the treatment of complex hip deformities, mainly in young age. And this is the topic of my first presentation. So why we have problem in treating this kind of patient? Because non-surgical treatment are non-effective, because prosthetic surgery before the end of growth has poor results, and because and therefore other solutions are needed. So what are the goals of conservative surgery in the treatment of major deformity? The main goal is
to have a longer, to restore a happy hip long-lasting, possibly. At midterm, at least to delay the prosthetic surgery after the end of growth. The Bernese school defined what is a happy hip. This is the Bernese farmer that Ganz used to describe the concept of a PAO, of periacetabular osteotomy. So a happy hip is the hip that have a coverage as an acetabular index. So acetabular index, you know, 0 plus or minus 10. But a happy hip is not a hip that is covered, but that is contained, and contained means that the lateral center edge should be around 25 degrees, but also anteriorly and posteriorly properly covered, not too much, not too less. And then it must be congruent, of course. And that of congruency is a problem after the end of growth, while in children there is a big plastic adaptation. We'll see some case to explain that. And the last C, the cartilage in the weight-bearing area, must be good. So what can be modified in a hip now? The acetabular orientation in any direction, the shape of the proximal femur, that means head, neck, and trochanter, and of course the proximal femoral version, inclination, rotation, and whatsoever. How? With different technique. The proximal femoral osteotomies are used much less than in the past because have several side effects related to the hardware and related to the modification of the limb length and the medialization or lateralization of the shaft of the femur, with all the problems also at the level of the knee. This is a case, this is a patient that had a Charcot-Marie-Tooth disease that was treated in such a funny way, with the result of extreme varus proximal femur. And together with Reynolds, what we did was a proximal femoral osteotomy, revalgus proximal femoral osteotomy, plus, of course, PAO to add a coverage. And this is the 7 at the right side and 9-year follow-up. Most of the proximal femoral osteotomy now are done because of rotational defects. So this is a lady, a young girl with a multiple procedure, but the problem mainly was a rotational problem. Then with a rotation of about 40 degrees, this is an 8-year follow-up, and the PAO, she had now a hip that is much better than before. The PAO, so we said that we can work on the acetabulum, modifying the inclination and version of the acetabulum, and today is widely accepted that the gold standard to do that is the periacetabular osteotomy as described by Reinhold Ganz. As I said, it was described nearly 40 years ago. The technique that we are still using is the same that was described by Reinhold Ganz, with a modified Smith-Petersen approach and the undirect partial ischial osteotomy, then the pubic osteotomy, like that, and then the third and fourth osteotomy that we do using a wire, exactly what we put a screw to fix the posterior column, with a flexible osteotomy under fluoroscopy. It's much easier than doing it blind as Reinhold Ganz does. The result now has shown that the amount of hip that are still better than before the surgery at 20 years is about 60%. So now this kind of procedure provide reproducible results. And then we have other procedure on the femur that are based on the isolation of the blood supply of the femoral head. That means isolation of the superior and inferior retinacular vessel. The relative neck lengthening was described by Ganz in 2011,
has the possibility to osteotomize the femur without damaging the blood supply to the femoral nerve. That means to the femoral head. That means by avoiding to damage the superior retinacular vessel. If you ask the pediatric surgeon, they say that they did it in the past, but they stopped to do trochanteric osteotomy because they have a high amount of avascular necrosis. But the reason was that they didn't detach the superior retinacular vessels. So this is a case. You see this young lady has a head that is covered, so the acetabular index is nearly normal, but she had greater trochanteric impingement and the lesser trochanteric impingement too. And therefore, we don't have in this kind of patient articular problem, but you see by the CT the offset of the femur is very reduced. Therefore, the procedure in this case was to distalize the greater trochanter and distalize the lesser trochanter too. By isolating the retinacular vessel, we can do whatever we want on the head and of the neck without risk of avascular necrosis. And probably the most difficult procedure that was described by Reinhold is the intracapital osteotomy. So I will show you some case. This is I start with the worst case scenario. This is a young guy. You see the open cartilage with a post-traumatic avascular necrosis. So the only healthy part of the femoral head is lateral. So the head is lateral dislocated. Subluxated, and this is the intraarticular view. So this is the only nearly intact part of the femoral head. And so what we can do is to take out the middle part and reduce the lateromedial aspect of the femoral head. And this is the 4-year follow-up. The head is not normal, but is pain-free and a flexion of nearly 70 degrees. So up to now, we are not speaking about total hip replacement. A better case, this is a 12-year-old guy. This is a very recent case, 1 year, nearly 1 year. Again, avascular necrosis. Again, the middle third that is collapsed, and again the lateral part that is intact. So the coverage is good because the acetabulum is nearly normal, but we don't have containment because the head is dislocated laterally. We have no congruence because the head is not spherical and the cartilage is damaged. So according to the procedure that was described by Ganz, what we wanted to do is to put the lateral part below the acetabulum, like that. So you see the procedure again, that is always the same. And this is 1 year follow-up with the neck that is very narrow, but luckily it didn't break. And so this is a way to, this is the only way to avoid hip replacement at this age. Other indications for such a procedure are the Perthes disease. This is a hip with good cartilage, but of course, again, lack of congruency, containment, and coverage. And again, what we did was reduce the femoral head and, of course, to do a PAO. And this is already 1 year follow-up. So you see that there was a remodeling of the acetabulum. And this is the lateral view. Neck osteotomies are seldom done. Sometimes rotational osteotomy can be done. Again, this is a case where after 1 year of the posterior dislocation, the head is laterally dislocated because of an intraarticular fragment of the cartilage. You see where the cartilage is lack. And so what was done was a rotational osteotomy of the basis of the neck. The rotation can be done only posteriorly. Otherwise, there is too much stress on the retinacular vessels. Again, by isolating the retinacular vessel, and this is a 2 year follow-up. Or, most often, this is the result of a procedure on the proximal femur done for a slipped capital epiphysis. You see how the deformity is complex. So what was done was to solve all these problems. So we have a retroverted hip, problem with the cam, like in all the cases of slipped capital epiphysis, and the pelvic trochanteric impingement. That therefore what was done was
relative neck lengthening and rotational osteotomy and neck osteotomy to solve this problem. And this is the 8-year follow-up in such a case. So how can we plan this procedure? Basically with the functional view. The abduction view is the basis, and if we have a good congruency, coverage and containment in the AP view of the pelvis in abduction, a PAO alone is enough. So this is a case. You see that in abduction we have a good congruency of the hip and good coverage, and therefore what was done was to adduct the acetabulum by a simple PAO. If not, we must think to do something on the femoral side. That means either varus or valgus or extension or flexion osteotomy. It's not so easy. For instance, in such a case, you see a nearly flat head and also a flat acetabulum in a very young girl, and this is the situation. So, but with the huge internal rotation and abduction, we see that there is a sort of neck, and we see also the appearance of the trochanter. Therefore, it means that what we have to do is to correct the rotational deformity and to distalize the proximal femur, and this was done. So the rotational correction, the distalization of the proximal femur, and to reproduce what we achieved in the abduction, the periacetabular osteotomy. And this is what was achieved in such a case. But if we don't achieve a good happy hip with this functional view, we must think to do a head reduction osteotomy, as you have seen. This is a young girl, 8-year-old. Internal rotation, you see there in internal rotation and abduction, so the head is too weighed, and therefore what was done again was to reduce the lateral medial aspect of the femoral head. This is the head. Is not easy to see, but the central part is necrotic, and this is the osteotomy, distalization, rotational osteotomy, reduction, and periacetabular osteotomy too. Sorry. Why it doesn't work? It came out by the presentation. I cannot see anymore. I see on my computer, but je pense que c'est deux topics différents. Comme tu veux. Fa l'abbraccio. We can go out and start again, or... C'est un moment où tu as changé de lumière. Non, j'ai changé d'info. Ça, c'est la ventilation. Tu peux essayer. C'est trop chaud. I was close to the end of my presentation, therefore. Yeah, that's Oh, okay, great, thank you. Thank you. So as you see, up to now, the planning of such procedure is not so easy, but there are new trends related to the new opportunity given by the segmentation and the 3D modeling. Therefore, nowadays, what our workflow is to do a CT or MRI segmentation to evaluate the contact area in terms of size and orientation, to try the correction virtually, and to evaluate the effect of our correction on virtually, and then to decide what to do. So this is a case. You see the segmentation that provide us also a map of the thickness of the cartilage,
and then we can evaluate the orientation and the size of the area of contact, and to simulate the correction and evaluate the effect of the correction. And then if we see that is effective, we can reproduce it in the surgical theater. By that, this is the relative neck lengthening and the PAO that was done. So the problem is that we don't know if the correction that we try is the best, and very often it's difficult to reproduce what we try on the virtual or physical model on the surgical theater. For sure, the new techniques in terms of navigation and also of artificial intelligence will help us in the future to make this surgery more reproducible than now. So the take-home message is that is very important to understand the result that can be realistically be achieved and compare with the patient expectation, because very often the patient expectation or the expectation of the parents, if are young guys, are not correct, not realistic. Then we must plan the combination, the sequence of the surgical procedure with this. If this is true, this surgery provides a good result in medium to long term, and therefore is reproducible. And what happened with the JICA group? So the JICA group, as I told you, ended up its activity in 2015 because most of the members did not continue because they really were not so interested in this kind of surgery, or they did not have the adequate background to understand and to reproduce this surgery. And the best background is that of the pelvic and acetabular trauma surgery and other surgery, because they didn't have an adequate volume of activity. This cannot be an anecdotal surgery. It must be done and reproduced with a correct and possibly high amount of cases. But the few that continue to practice this surgery has continued the teaching work that was done by Reinhold, expanding the community, and this is the end result. That is a book that was published very recently, and where you can find all what I has shown in this presentation. Thank you for your attention. So now, if you want, we can discuss my presentation, or you can hear Alessandro, whatever you want. It's up to you. I think we can have a few words of discussion, because the topic of Alessandro is a little bit different. Okay. Okay. I'm just wondering to know how far you push the age of such surgery. Until what age you do this surgery? Because you are in between, you are a real orthopedist, that's mean orthopedia, you are doing surgery on pediatric people, but here we are a lot of adult orthopedists, until what age? As you speak about periacetabular osteotomy, it depends from the amount of damage. So if you have a very slightly dysplastic hip with a very initial chondral damage at 35, there's a good it can be a good indication for a periacetabular osteotomy. Above 40, very seldom. Between 35 and 40 is a green zone. So it's a twilight zone. I'm doing some arthroscopic surgery a little bit, and we saw a lot of young women coming from labrum damage, and it's a pity to see the damage of the labrum, because we know we can remove the labrum, but the arthritis is on the way, and so we will have very briefly an indication of prosthesis. So we I ask myself to do this kind of surgery, but until what age? But it's a problem of age, but even more is a problem of indication. That means that you must do all what you can to understand the amount and the location of the damage.
And why you have the damage? Because in those young ladies, sometimes you see nearly normal acetabulum, but the problem is the exceeding anteversion. So, and is much less acceptable a rotational femoral osteotomy in respect to a periacetabular osteotomy, because by working on the acetabular side, beside the scar, the problems in the biomechanics of the lower limb are very few. But if you think to do a rotational osteotomy in a woman of 30 years old, you can create some problem on the knee, exactly, and like that. Therefore, I speak about the age because they are in they have social occupation, and we have to stay, I think, like 1 month or 2 months, 2 months and a half without any weight bearing. yeah. So sometimes it's difficult at 35 with children and so on. Yeah, that's correct. But on the other side, you know that the other solution is total hip replacement. And we all implant a huge amount of total replacement, we all. And we all who work in a big hospital knows what are the long-term results of total hip replacement in a 30-year or even less lady. So we, of course, implant total hip replacement if we don't have any other option, for sure. Even in adolescent, if we don't have any other option. Any other question on this acetabulum and proximal femur osteotomy? Who perform this kind of surgery? 2, 3, 4. I think the main problem, you say it in partially because nowadays the results of hip replacement in young patients with the new friction couple is nowadays not the same as it was in the beginning of this century, and so it is a big challenge to know what's the best, because in my experience the patient that I meet is not the same as the Bernese patient. If I have a result with a RSIP score of 85 or even 90, I would say the patient every 2 weeks in my outpatient consult. So it's very important to explain what can be the results, and also the people want to have some indication where we have no other choice. You say when it's a very young patient, 8 years or 10 years, but when I'm 17 or 18, I think the way to think it's do something that will not damage the results of a final hip arthroplasty, because even everything that you do on the soft tissue will be also with a consequence in old patients. So it's a big challenge today, I think. I partially agree with you in this way. What you say is absolutely correct. What we do on a patient must not create problems for a subsequent total hip replacement. So if we think about what was done in the past in terms of conservative hip surgery, we can understand that sometimes we have to face tremendous situation, shunt osteotomy. I don't know if you have implanted a patient with such huge proximal femoral osteotomy, are disasters. But the concept of the Bernese school is exactly that of reproducing a normal anatomy and not creating problem, beside of course that on the soft tissue, to the hip replacement. Of course we have experience of total replacement on osteoarthritis after PAO, after proximal femoral osteotomy. We never had big problems. Of course what we have to do is to deeply speak with the patient and with the parents. Of course, what we can see is that this patient, if you see the first case of head reduction osteotomy, this was a difficult case because the patient was 13, so implanting and had an adducted hip. So in such a patient, what was proposed was a femoral osteotomy, valgus femoral osteotomy, to correct the adduction of the femur. That is crazy because after that the hip replacement can be a problem. To put a total hip replacement before the end of the growth is something that I personally try to avoid always, because I did it. Sometimes I have to do that, but the results are not good.
because you have the increase in the diameter of the femur, etc., and very often you have failure. Of course, where Alessandro works, they are reference center for the patient that had tumor in pediatric tumor, and therefore because of the chemotherapy we have a high amount of vascular necrosis in a very, very young age. So we have experience in hip replacement in adolescents. But before the end of the growth, this can be a I'm agree problem. with that. Yeah. The problem is to know what will be the best result at the age of 30 for such patients, because the people are changing now. When even if you in a normal patient you implant hip prosthesis and you have some pain just for the psoas, even slight pain, you will see him every 2 weeks. So it's not the same patient as 20 years ago. It's the same for all of us. Thank you. Other question? So now Alessandro Arprato. Give us experience. What I have to do with that? Thank you. You introduce yourself, Alessandro? Oui. Je fais juste ça. Alors Alessandro travaille aussi à Turin, c'est le centre de traumatologie orthopédie, c'est le CTO. Il n'y a pas qu'à Strasbourg qu'il y avait un CTO. Hein. Il y a un CTO aussi à Turin, avec un immeuble qui fait 8 étages, même plus, avec à chaque étage le spine, le membre sup, le membre inférieur, la hanche, la rééducation, etc. C'est très très bien organisé. C'est là. Voilà, c'est ça. Il y a combien d'étages ? 16. 16 étages, c'est que de l'orthopédie, ça fait plaisir, hein, je vais vous dire. Les locaux sont un peu anciens, mais c'est très très bien organisé. Et donc Alessandro Arprato est un jeune professeur donc là à Turin avec le professeur Massé. Donc il va nous parler d'arthroscopie. Oui. Ouais. Je vais essayer de faire la présentation en français, mais la dernière fois que j'ai parlé en français était dans le 2001 et j'ai fait la remise de médailles au Club Med de la régate des planches à voile. Donc c'est différent et c'est dur. Et ça, c'est le premier problème que j'ai aujourd'hui. Le deuxième, c'est que je parle de l'arthroscopie de l'anche à le Club du bassin. Et ça, c'est dur. Depuis 2011 jusqu'à 2018, je fais des arthroscopies de l'anche dans les patients qui sont traumatisés pour retrait des balais, pour enlever des fragments intra-articulaires, pour l'interposition du labrum après une luxation. Je vais en montrer quelques cas cliniques. Ça, c'est un balai qui c'est juste dedans l'anche et je l'ai enlevé avec l'arthroscope. Vous pouvez voir, ça c'est les balais. C'est une pièce de balai, ce n'est pas tous les balais. Mais, ça c'est un garçon, 14 ans, il a une mur postérieure. Vous pouvez voir les pièces ici. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les fragments et j'ai fait une fixation de labrum avec l'arthroscope. Ça, c'est une interposition de le labrum après une dislocation et une réduction de la tête. Peut-être qu'il n'a pas tiré avec une complète immobilisation, coralisation. Et ça, c'est dedans la hanche. Vous voyez le labrum là-bas. C'est presque 8 ans et j'ai enlevé tout le labrum et les fragments. Maintenant, je voudrais faire quelque chose de différent. Je voudrais essayer de préserver les pièces et les labrums. Depuis 2019, j'appelle ça la nouvelle génération. J'ai essayé de faire beaucoup de réduction et synthèse des fragments dans l'anche. Donc la première chose que j'ai fait, ce sont les fractures de la tête fémorale. Vous ne pouvez pas faire ça dans les Pipkin 4. Vous pouvez faire ça avec les
picking 3, mais c'est dur parce que vous avez 3 pièces, donc c'est dur d'obtenir une bonne réduction, mais c'est, je pense, une bonne indication pour les picking 1 ou 2. Ça, c'est un cas clinique. Vous avez la tête là-bas, une pièce de tête là-bas et une pièce de tête qui c'est là, et une dislocation. On fait une réduction et après on a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut faire rien, laisser les fragments là, mais peut-être que le patient il va avoir une arthrose. Vous pouvez enlever les fragments, mais c'est gros, donc vous avez une instabilité. Vous pouvez faire une réduction et une fixation avec une abord, ou vous pouvez faire une arthroplastie. Mais normalement, ces patients, ils sont 20, 25 ans, 30 ans, ils n'ont pas 70 ans. Donc tout le monde il va faire une fixation, une réduction et une fixation. Mais quel abord, si vous faites un abord antérieur, vous voyez les fragments, mais vous n'avez pas une bonne direction pour les vis. Vous n'êtes pas perpendiculaire parce que les fragments c'est là-bas, donc vous n'arrivez pas à mettre les vis perpendiculaires de la fracture. Avec une latérale, une post-latérale, vous ne voyez pas les fragments, donc je pense que ce n'est pas une bonne chose. Notre abord que vous pouvez choisir, c'est un abord médial. Vous voyez les fragments, vous arrivez ici, vous voyez les fragments, mais vous ne voyez pas assez bien la réduction. Mais vous avez une excellente direction de les parce qu'ils vont perpendiculaire à la fracture. Les gold standards, c'est une luxation chirurgicale. Vous avez vu, le professeur Massé il a montré la luxation. Ça, il lui a permis de voir la tête à 360 degrés. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre vis. Vous voulez faire ce que vous voulez. Mais c'est une chirurgie majeure. Donc, vous avez un prix à payer avec ça. Ça, c'est un cas clinique. C'est une luxation avec 2 fragments. C'est piqué 1, mais avec 2 fragments. Et on pense que 7 fragments, vous n'arrivez pas à réduire la tête parce que c'est un cocher dans ce tableau, donc vous n'arrivez pas. Et là, je pense que la luxation chirurgicale, c'est l'unique unique solution que vous avez. Et vous pouvez obtenir une bonne, une excellente réduction, comme ça. Et vous fixez les fragments avec des vis. Et vous pouvez fixer les lamelles, ça c'est les résultats finaux, qui je pense que c'est un bon résultat. Mais si vous avez jusqu'à un fragment là-bas, faire une luxation pour jusque ça, peut-être que c'est beaucoup pour le patient. Donc, qu'est-ce que faire? On peut faire une arthroscopie. Avec l'arthroscopie, on a une bonne visualisation du fragment. Vous avez une bonne visualisation de la réduction. Les vis, vous pouvez mettre les vis perpendiculaires sur les fractures. Vous n'avez pas d'évasivité chirurgicale. Vous n'avez pas de risque de nécrose. Mais vous avez une courbe d'apprentissage qui c'est gros. C'est pas évident à faire si vous n'avez pas l'expertise avec l'arthroscopie de l'hanche. Je vais en montrer une petite vidéo, c'est jusque 5 minutes, avec la technique opératoire. Ça, c'est le cas clinique. Vous voyez les fragments ici. C'est toujours en bas. Donc c'est difficile de arriver là avec un abord antérieur. Vous voyez les CT scans. Ça c'est les fragments. Il a eu une luxation qui a été réduite à l'arrivée. Il a mis un fixateur fixe les fragments. Ça, c'est les 3D. Et ici, je vais montrer comme j'ai mis les patients dans le lit, c'est dans le dos.
ça sont toute l'organisation de la salle opératoire. Le SIAR, c'est ici, moi je suis là. J'utilise le portal supérieur, latéral et le portal médial. Ça c'est ici, je vois, ici je travaille avec le portal latéral et j'obtiens la réduction avec ça. Avec le médial, je mets les vis. Ça c'est quand vous entrez, c'est juste le compartiment périphérique, pas dedans l'anche, donc nous n'avons pas de traction. Quand vous entrez dans l'anche, vous ne pouvez pas voir parce qu'il y a un hématome, donc il faut nettoyer, faire un débridement. Et quand vous avez fait, après 15 minutes, vous arrivez à voir les fragments. Les fragments, c'est là. Et vous pouvez en commencer à mobiliser les fragments. Après, quand vous êtes prêt, vous pouvez réduire les fragments avec une picador. C'est presque un picador. Et ça, c'est la réduction. Donc, le labrum, c'est ici. Ça, c'est la bonne part. Ici, c'est le blanc. Ça, c'est la bonne part de la tête. Ça, c'est les fragments. Et ça, c'est les picadors qui viennent de l'antérolatéral. Après ça, vous pouvez faire une portal médial et vous pouvez fixer les fragments avec une K-wire. Je ne sais pas comment ça dit K-wire en français, donc désolé. Vous pouvez regarder dans la scopie si les réductions c'est bon et après ça vous mettez la vis, c'est headless, sans la tête, parce qu'il va dedans l'articulation, donc on voit, la tête voudrait créer une arthrose. Ça c'est juste l'exhibition. Je vais faire la même chose dans l'endoscopie dans une minute. Et ça c'est la même chose avec un patient. Vous savez, j'utilise une file parce que j'ai déjà perdu les vis dedans. Et donc, tout enlever la vis, c'est pas assez simple. Après, vous pouvez mettre avec la même technique une deuxième screw, une deuxième vis pour la rotation du fragment. Ici, encore une fois, vous avez les exhibitions. J'ai tourné droite-gauche parce que... Désolé. Et vous voyez la même chose ici. Je pense que c'est pas... Ça, c'est la scopie. C'est la première vis, la deuxième vis qui arrive. Ça, c'est la scopie. Vous voyez les deux vis qui viennent d'au bas. Donc, et ça, c'est la réduction le finale. Je pense que c'est une bonne réduction. On voit assez bien parce que j'ai changé le portal et je regarde médial. Donc, ce n'est pas nettoyé comme il était avec les portals supérieurs. Et ça, c'est les post-opératoires. Que je pense que c'est bon. À vous là. Ok, je rentre à la présentation. Je ne suis pas arrêté ici, je mouvais avec l'arthroscopie aussi tous les facteurs partiels du mur postérieur. Je ne veux pas dire que tous les murs postérieurs ils vont être traités dans 10 ans avec l'arthroscope, mais parce que si vous avez besoin d'une plate, il n'y a rien que vous pouvez faire arthroscopiquement. Mais si vous avez une petite fragment qui c'est moins de 20%, normalement vous ne faites rien.
Et si vous regardez the EO surgery reference, vous voyez que non-operative treatment is for less than 20%. Mais vous avez un risque d'instabilité. Et encore une fois, ils sont jeunes patients qui ont petits fragments. Peut-être qu'avec ce patient, vous ne voulez pas faire un abord assez gros, assez invasif. Mais une arthroscopie, c'est 2 petits portales. Et je vais montrer un autre cas clinique. Désolé, mais les 2 vidéos, c'est 1 giga chaque. Donc, s'ils les mettent dans la présentation, il va rater tout. Ça, c'est les murs postérieurs. Vous voyez les fragments là. Je vais montrer les images préopératoires. Vous voyez une petite pièce de dents blanches. Et ça, c'est les murs postérieurs. Peut-être que 80% de vous ne vont pas opérer ça. Mais vous avez une instabilité, peut-être que vous avez une instabilité si vous ne faites rien. Je fais ça dans la position latérale. Les C-arms, il est ici. Je travaille jusque là. Ça, c'est la salle opératoire. L'arthroscopie, c'est ici. Les C-arms, c'est ici. Et les moniteurs, c'est là-bas. Je vais utiliser les antérolatéral portal et le postérolatéral et un autre portal postérieur. Les portales antérolatéral, ça me sert pour voir. Je vais dedans. Cette fois, je suis en traction, je suis dedans l'anche. Je vais avoir, ça c'est les murs postérieurs, ça c'est le labrum, et vous avez la tête en droite. Ça, je tourne l'arthroscope, je vais avoir la fovea et je vais avoir 7 petits fragments. Peut-être que s'il est toute seule, vous pouvez faire rien avec cette pièce parce que c'est dedans la fovea et peut-être qu'il ne va pas avoir de problème le patient avec ça. Mais si vous faites une arthroscopie pour le mur postérieur, c'est là, vous pouvez prendre-le et enlever. Avec le postérolatéral, le portal, je vais ça c'est le portal, je vais enlever les fragments et je vais réduire les murs postérieurs. Vous verrez, ça c'est la fovea ici, ça c'est un petit fragment et on va le lever dans quelques secondes. Là, c'est 5 minutes ça, c'est pas dur à faire, mais c'est dur, le débrouillement de cette piste, c'est pas évident, parce que vous savez que le labrum ici c'est attaché, et donc il faut nettoyer les fragments qui sont dedans la capsule ou dedans les fragments. Ça c'est la tête à droite, ça c'est la cétable, et ça c'est les fragments. Vous verrez les fragments jusque dans quelques secondes. Je vais nettoyer, il faut prendre beaucoup de temps pour ça, parce que vous savez, quand vous faites les murs postérieurs, qui c'est toujours en haut et dans la capsule. Donc il faut nettoyer les fragments. Quand vous êtes prêt, avec une picador, vous pouvez obtenir une bonne réduction, parce que vous voyez exactement la surface articulaire. Ça c'est le fragment, ça c'est le picador. Vous voyez, ça c'est la réduction. Je pense que c'est une bonne réduction.
Ça c'est fraîche, c'est 5 jours après la fracture. Et ça fait la différence en arthroscopie. Ça c'est la scopie avec les picadors. Et ça c'est les Mata Pro pour mettre les vis, mais je n'utilise pas maintenant cette device. Je vais mettre un K-wire et après deux vis. Je vais vite parce que peut-être que ça c'est la scopie, ça c'est le K-wire, c'est la même technique. La vis qui passe là, la deuxième, c'est là. C'est dur parce que vous avez les patients une position latérale et vous pouvez pas faire obturator and alar view, le judo view. Donc vous savez pas si la vis c'est dans la direction correcte. Vous savez que vous n'êtes pas dedans l'articulation, mais vous ne savez pas si vous sortez de l'autre côté. Mais ça, c'est les résultats finaux, que je pense que c'est un bon résultat. Est-ce qu'il y a des risques? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Le premier, c'est ça. J'ai perdu la vis dedans l'articulation. Prendre la vis, vous pouvez faire, mais faire sortir la vis, c'est dur. Parce que la direction, ce n'est pas votre direction. Donc vous prenez la vis, c'est comme ça, et quand il ne vient pas. Il faut tourner la vis, et vous avez 2 heures. Après, il faut enlacer la traction. La direction de la vis, ce n'est pas évident parce que vous ne pouvez pas essayer les 2 projections. Vous pouvez casser les fragments avec les vis, peut-être, et les timings, c'est très important. Donc, après 2 heures, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous changez et vous allez à un abord postérieur, il y a de l'eau partout, donc ce n'est pas évident à changer. Donc je pense que ce n'est pas pour les débutants avec l'arthroscopie de l'hanche, mais je pense que c'est parce que vous avez une courbe d'apprentissage qui c'est important, mais je pense que c'est une bonne option si vous avez une arthroscopiste de l'hanche qui vous pouvez aider avec la synthèse, et c'est une bonne option pour les patients. Peut-être que les premières fois, je pense que c'est la même avec les cruciats. Avec les cruciats, oui, ils sont partis avec 4 heures d'opération. Et après, on réduit. Maintenant, il n'y a personne qui fait les cruciats avec une abord. Tout le monde fait l'arthroscopie. Donc, je pense que les Pipkin 1, ils vont en faire tous dans l'arthroscopie. Pas les murs postérieurs, mais les Pipkin 1, oui. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas une dédiée instrumentation, et donc c'est dur, parce que j'arrive à faire une réduction de les 2 murs postérieurs au Pipkin dans 20 minutes. Et après, je passe 1 heure, 2 heures à mettre la vis. Parce que les tournevis sont trop petits, je n'ai pas une retaining de vis, et j'ai beaucoup de problèmes qui ne sont pas techniques, qui sont juste de l'instrumentation. Aussi les picadors, ce n'est pas parfait, je veux quelque chose qui a 2 picadors, donc je peux changer la rotation des fragments sur les Pipkin 1. Mais je pense que c'est une bonne option. Je suis désolé pour mon français, si vous n'avez pas compris ce que je dis. Vous pouvez lire les 2 publications que j'ai faites, donc là c'est en anglais, c'est parfait, c'est pas comme mon français. Merci. C'est impressionnant, ça donne envie. Mais voilà, merci. J'avais une question, d'abord très belle présentation.
Non, c'est pas... Slowly, please. Parce que j'ai pu fixer des parois antérieures en réinsérant le labrum en arthroscopie, mais en postérieur, pour le deuxième port, vous n'avez pas peur avec le nerf sciatique qui est quand même tout près? Non. Parce que c'est décrit, il y a des lésions sciatiques dans les ports J'ai postérieurs. appendu l'arthroscopie de l'anche chez Villard, en Ricky, Angleterre, et il fait toujours, j'ai appendu dans les latérales. Et on fait le deuxième portal tous les jours. Quand on ne voit pas, on fait les mêmes portals que j'ai fait avec ça. Parce que je fais le premier postérieur, le deuxième, il y a eu des études qui montrent que la distance du sciatique par rapport à ce deuxième port, il est très variable et c'est un peu... Enfin, il y a des cas décrits quand même de lésions sciatiques sur l'entrée. Oui, c'est un risque. C'est peut-être intéressant de le faire à ce moment-là sous écho pour essayer de le contrôler au moment où on le fait. Parce que c'est... Pour une petite paroisse, surtout avec un sciatique. Alors nous, Alessandro, on a décrit une technique un peu différente où on fait des synthèses et des ablations de corps étrangers avec des tubes qu'on utilise pour la chirurgie du rachis. Et on va contrôler avec l'OARM pour voir si on a fait, parfois on glisse même un arthroscope dans le tube. Et en fait, on a fait ça parce que en lisant la littérature, on a vu qu'il y a eu des cas décrits sous arthroscopie dans la traumatologie de syndrome de loge périnéo. Oui, est-ce que tu as eu cette expérience ou des cas comme ça? Jamais, mais les cas qui sont reportés, ils sont tous des fractures antérieures. Et tous des problèmes avec la communication entre la capsule, le psoas et l'abdomen, le ventre. Okay. Le ventre. Donc c'est tout extravasation. Par voie postérieure, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas de problème, parce que la capsule antérieure, c'est pareil. Tu dis qu'il y a de l'eau quand même. Oui, l'eau, il va tout dans le... Dans la fesse. Ça fait une belle fesse. No flat ass. Dans le genou, c'est les chirurgiens qui font de la chirurgie dégénérative du genou et de la traumatologie, ils disent que voilà, faire une arthroscopie de genou sur une fracture du plateau tibial, par exemple, c'est dangereux parce que ça passe dans la loge, ça descend dans la jambe et ça peut faire un syndrome de loge. Oui. Mais ça se fait, oui. C'est toujours... Notre chirurgien des genoux, il fait beaucoup de plats tibiales avec l'arthroscopie. Et moi, j'ai une question sur changer la pompe, il ne faut pas avoir 70. Oui. Tu fais 50, 40 pression 30 Je vais en bas jusqu'à je vois. Ah oui, okay. Aussi bas que possible. C'est pour ça que vous ne voyez pas As low as assez bien. possible. Les vidéos sont pas assez Oui. beaux parce que la pression c'est très en bas. Et pour 30, le port 40. Médial, quand tu fais la pipkine pour mettre la vis, le port médial, tu as l'artère et le nerf obturateur, mais il fuit devant l'arthroscope. C'est exactement le Ludloff. Ouais, Ludloff. Yes. Ludloff bord. But tu te mets en dessous du tendon. Oui, c'est ici. Ah, en dessous, donc pas au-dessus. C'est en 4 la jambe, okay. Et je vais dans l'abducteur. Sous le tendon de l'adducteur. Et les problèmes, c'est pas j'ai pas peur des fémorales, oui, j'ai peur de la saphène. Ah, okay. Parce que c'est presque... oui. Et j'ai eu un cas avec j'ai pris la saphène et... C'est dur, mais... Oui, mais je fais un petit... on va enlarger le... C'est mieux que la fémorale. J'ai fait la fémorale avec les stoppas et c'est pire. Il y a des gens qui font de l'arthroscopie de hanche dans la salle? Ouais, t'en fais un peu, ouais, vous en faites un peu. C'est intéressant quand même. Hein. Je pense que ça pourrait... Tu veux prendre la parole, Pierre ? Non, c'est intéressant, c'est sûr. Bah, sur les pipkines 1, effectivement, ça paraît possible. Après, moi, techniquement, je ne serais pas capable. Je me sens beaucoup plus capable de faire une Kocher-Langenbeck pour fixer une paroi poste en peu de temps et avec très peu de complications qu'en passant par arthroscopie. Mais c'est bien de décrire. Il faut aller aux limites à chaque fois des techniques. Et là, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ce que tu as très bien dit. Hein. Intéressant, c'est qu'en faisant ça, en général,
général, tu peux fixer aussi de la prendre, ce qu'on néglige quand on ne fait rien dans ces petits fragments. Et à terme, les gens jeunes, je ne sais pas très bien que c'est séquence, donc je crois que c'est intéressant. Surtout qu'on souvent dans la luxation de hanches même native, hein, c'est ce qu'on a vu là sur le cas avec le labrum qui là s'était incarcéré, on n'a pas eu le choix d'y aller. Il y a des équipes qui préconisent de faire une arthroscopie systématique après une luxation native de hanche. Et c'est peut-être pas complètement absurde parce que finalement, moi je ne fais pas d'arthroscopie systématique, mais j'en fais systématiquement une IRM avant la première consultation pour éventuellement les traiter. Parce que quand on les récupère 2 ans après avec des lésions labrales qui sont passées un peu à l'as et qu'ils ont 20-25 ans. Voilà. Donc non, c'est vraiment intéressant d'utiliser l'arthroscopie en moyen supplémentaire. Surtout pour on verra dans les prochaines 10 années quelles sont les indications. Et surtout que l'alternative est quand même pas non plus si simple, parce que c'est ce que tu montrais bien, c'est que finalement quand on fait des voies antérieures sur des pipkins, pourtant je fais de la voie antérieure en prothétique, j'ai pas l'impression que ce soit trop difficile. La voie antérieure, pour aller fixer des pipkins, on n'est jamais très bien, parce que c'est des patients qui sont souvent musclés, on coupe pas la tête. Donc, en fait, si tu la luxes, oui, sinon il faut la luxer avec un gros crochet de lambotte, avec une cuillère de lambotte et voilà. C'est parce qu'on a appris nous au départ quand on faisait les voies antérieures, c'est qu'on luxait la hanche et puis on coupait la hanche luxée. Et en fait, pour les pipkins, c'est très facile. Enfin, après, si tu as des types super costauds, ça pose des problèmes techniques de place. Mais sinon, c'est de luxer, d'aller chercher le fragment, aider par arthroscopie. Oui, mais ce qui est quand même. Mais en général. Ça se fait, mais c'est quand même une alternative qui est plus traumatique pour la hanche. Il n'y avait pas de scrupule à luxer en avant une hanche qui s'est luxée en arrière. Voilà. Non. Écoute. Enfin, on a fait quand même pas mal de pipkins comme ça parce que je les ai toujours toutes faites. C'est des cas de luxation postérieure avec le fragment qui est resté. Ouais. Et tu réduis la hanche. Ouais. Et puis en fait, le seul accès que tu as pour. Je parlais du problème de la question de luxer en avant pour réduire et fixer un fragment pipkin 1 qui survient assez souvent dans un cas de traumatisme de luxation native de hanche postérieure. Ouais. Et donc, du coup, ça fait qu'on va aller luxer devant une hanche qui s'est déjà luxée derrière. Je ne sais pas si ça pose un problème, un risque de nécrose supplémentaire. Tu n'es pas tout à fait obligé de... Enfin, tu luxes pas complètement. Tu tractes et tu te mets fort en rotation externe et tu as accès au fragment. Là où il a raison, c'est que c'est vrai que pour mettre tes vis... Il a raison, on voit bien le fragment, on fait bien la réduction, et après pour mettre les vis, quelquefois, c'est un peu touchy. Pas forcément la bonne balistique. C'est un peu touchy, on n'est pas exactement dans le bon axe, tu as tout à fait raison. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je vois avec la barre antérieure, c'est que les vis ils sont toujours dans les parts antérieures du fragment. Et n'ont pas la direction. Non mais tu as raison, tu as raison. Alors l'autre chose qui est intéressante, parce qu'on est allé le voir à Turin, c'est qu'il n'utilise pas la traction, mais il a un coussin sur la table. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Coussin rose là. C'est vrai. Oui. C'est une espèce de truc qui grippe la peau, et c'est comme si le patient était collé à la table, et donc même si tu veux décoapter un petit peu, il bouge pas, tu vois. Donc en fait, il a énormément de possibilités de rotation, etc. Et il peut se mettre en rotation interne, rotation externe. Ce matin, vous avez montré un cas avec une bassin et une fémur, une pertrochantérique, je ne sais pas qui. Oui. Et ça, c'est parfait pour ça, parce que vous ne poussez pas dans les fractures du bassin. Ah oui. Oui, c'est une mémoire de forme. Mémoire de forme. C'est cher. Les trucs que vous avez vus, c'est cher, c'est 300 € chaque tapis. C'est pas cher. Mais il y a une Chinese, il y a une nouvelle pad qui c'est Chinese, Chinese, from China, made in China, it's 60 €. 60. Sorry, it's difficult in French and English. C'est ça. Et c'est chinois ou c'est bien? Non, c'est bien. C'est bien. Peut-être qu'avec une femme qui fait 40 kilos, c'est pas assez bon. Mais avec un mec, tu peux... Il faut opérer que les mecs. Non, mais... tu peux avoir
les deux solutions. Merci beaucoup Alessandro. On va enchaîner là sur la deuxième session de communication. C'est Mehdi et Régis qui vont modérer cette session. Comme on a pris un peu de retard, on va enchaîner rapidement. Merci Alessandro pour cette présentation.